Nous nous trouvons actuellement dans les locaux de Radio Latina pour interviewer un grand monsieur de la radio, monsieur Roberto Burgos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur radio, présentateur de spectacle. Le samedi 8 juin, vous présentiez le spectacle de Daddy Yankee. Une référence dans la musique latino-américaine, on peut le dire aussi, que vous connaissez bien. On sait très peu de choses de vous. Vous êtes chilien. Jusqu'à quel âge êtes-vous resté dans ce pays ? Alors, moi, je suis né au Chili et suite au coup d'État qui a eu lieu au Chili, en fait, quand il y a eu le coup d'État, mon père, qui travaillait à l'époque au ministère de l'Éducation, avait été envoyé en mission au Panama. Et donc, du coup, quand il y a eu le coup d'État au Chili en 1973, nous sommes partis l'année d'après, en 1974. Au Panama, puisque mon père, quand il y a eu le coup d'État, il n'était pas question qu'il rentre au Chili, et du coup, il nous a fait venir. Et on s'est installé dans ce beau pays qu'est le Panama, où on a vécu presque 9 ans, et ensuite on est venu en France. Mais le passage par le Panama est un passage pour moi essentiel, parce que j'ai adoré ce pays. De toute manière, j'aime tout ce qui est Amérique centrale et Caraïbes. Et en plus, j'ai découvert une musique que je connais. Bon, j'étais tout enfant, hein, tout gamin, mais j'ai fait la découverte de cette musique qui m'a toujours passionné depuis que j'étais au Panama. C'est la salsa, la musique afro-caribéenne. Et c'est une musique que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté fiesta, certes, ce côté musique extrêmement riche, très élaborée. Mais en plus de ça, en fait, c'est une musique qui a été inspirée pas mal par l'Afrique. Donc il y a un rapport très important historique et culturel entre les pays caribéens où s'est développée la salsa et l'Afrique. Et c'est un héritage quelque part, en fait, même si la salsa s'est développée du côté des Cuba, Porto Rico et New York, c'est quand même, on a l'héritage des Mama Africa qui est important. Et alors, ensuite, on est venu en France. J'ai fait des études de journalisme. Je suis rentré comme journaliste à Radio Latina. Je ne suis pas resté longtemps journaliste, seulement 1 an. Parce qu'au bout d'1 an, on m'a proposé de présenter des émissions où j'interviewais des peintres, des cinéastes, des gens du théâtre, des musiciens pour la plupart. Et donc, j'ai commencé à faire des émissions, des interviews, énormément d'interviews. Et j'ai eu la chance d'interviewer Gabriel García Márquez. C'est une grande chance. Ah oui, ça c'est un bonheur total. Celia Cruz, qui est pour moi... pareil, dans la musique, dans la salsa cubaine, il n'y a pas mieux. Oui, Rubén Blades, les grandes figures de la salsa. Et aussi des artistes qui étaient installés ici en France et qui ont beaucoup contribué quand même à développer cet intérêt pour l'Amérique latine, les cultures et les musiques latino qu'il y a en ce moment. Alors, quel conte vous rappelle le plus votre enfance ? Et qui est-ce qui faisait ce conte ? Est-ce que c'était l'un de vos parents ou est-ce que... Alors, les contes, c'est bizarre parce que le souvenir que j'ai des contes, j'en ai pas beaucoup, et pourtant, que ce soit ma mère et mon père nous lisaient des contes, on est 3 frères, et ils nous lisaient des contes. Mais c'est le Petit Prince, en fait. Le Petit Prince, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours marqué. Et c'est un conte tellement humain, tellement féerique en même temps. Et au fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est vraiment un conte pour enfants, mais c'est un conte qui m'a marqué à vie. Parce que, en fait, le Petit Prince, parfois, demande des choses qu'on croit impossibles. Et je crois que c'est une bonne leçon de vie, parce que dans la vie, je crois qu'il faut croire aux choses impossibles et essayer de les faire. Après, si on se vautre, si on tombe, on peut se relever et réessayer. Je pense que c'est un conte pour enfants en voie de développement pour devenir adulte, parce qu'il y a des enseignements de ces contes qui peuvent servir après dans la vie adulte. Oui, il y a de lecture en fait. Oui, il y a de lecture. Alors, je pense que quand j'étais gamin,
Et ma mère et mon père me lisaient ce conte parce que je leur ai demandé très souvent. J'avais une autre lecture que celle que j'ai aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est bizarre comme en fait, je ne l'ai pas relu depuis, hein. Mais c'est des souvenirs. Et après, on a une autre interprétation, bien évidemment. Mais bon, c'est à quel point tout ce qui nous arrive dans l'enfance peut vous marquer à vie, hein. Donc, ça m'a accompagné, mais des fois, j'ai réfléchi après, au fait. Tiens, c'est des choses qui vous arrivent et dire, tiens, j'ai réagi de telle manière. Et pourquoi j'ai réagi de telle manière? C'est aussi grâce aux enseignements des parents et à ce qu'on peut lire quand on est gamin ou quand on est adolescent. Et quel conte vous auriez lu à vos enfants en premier? Celui-ci, ou est-ce qu'il y en a un que vous aimez bien, particulièrement en dehors du Petit Prince? Alors je crois que c'est celui-ci parce qu'en fait, sincèrement, c'est le seul souvenir que j'ai des contes que mes parents me lisaient. Alors, vous me posez une question, je la poserai à ma mère, parce que je n'ai pas souvenir qu'ils m'aient lu beaucoup de contes. Mais je me suis dit, s'ils m'ont lu un, c'est qu'ils m'ont lu d'autres. Mais c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Après, c'est pas un conte, mais moi j'aimais bien qu'on me lise les histoires des Simbad, le marin, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alors que j'ai une peur bleue de la mer, du bateau, et peut-être pas pour les voyages qu'on allait faire ensuite, et peut-être pas ce côté, un marin a toujours un côté déraciné quelque part. C'est peut-être ça aussi, on venait de quitter notre pays, on était au Panama, quelques temps après on est venu en France, donc peut-être ça m'a marqué aussi au fait, ce côté déraciné. Mais ce qui est bien chez les marins, c'est qu'ils sont déracinés, mais ils sont bien partout au fait. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Ma situation aujourd'hui, quoi. Ben oui. Donc, est-ce que vous avez gardé des liens avec votre pays d'origine? Avec le Chili, je ne suis jamais retourné depuis que je suis parti. Et des liens avec le Chili, c'est plus avec les Chiliens qui sont ici en France. Des amis avec qui j'ai joué au football, des personnalités qui m'ont marqué comme Ángel Parra, comme Oscar Castro. Qui est décédé. En fait, Ángel Parra est décédé. Oui. Oscar, on a la chance de l'avoir avec nous et en pleine forme. Et après, pas mal de personnes, en fait, quand on est arrivé en France, qui nous ont aidés. Pas que des Chiliens, mais en fait, il y a eu pas mal de Chiliens qui nous ont aidés et qui ont facilité notre adaptation. Et après, c'est en fait ce que j'aime bien, mais c'est pas seulement les Chiliens qui ont ça. Je pense que tous les Latino-Américains, c'est quand même cette volonté de réussir et de s'en sortir. Et c'est des gens qui se laissent pas abattre pour peu de choses. En fait, je crois que, je ne sais pas si c'est l'exil qui fait ça, mais on est fort quand même. Au niveau des caractères, la culture, oui, c'est ça. C'est une culture, nous on est toujours, bon, moi je ne suis pas française, mais je veux dire, la culture française, on est plus pessimiste, dépressif, et la culture latino-américaine est quand même beaucoup plus joyeuse. On va dire que non, c'est un problème. Hein. C'est-à-dire que les latino-américains, on s'est dit que quand on passe une mauvaise journée, on s'est dit que le lendemain, ça ne peut pas être pire. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est quand même culturel. C'est ça, oui, c'est ça. C'est culturel. Je crois que oui, je crois que nos parents, en fait, nous inculquent quelque part, déjà par leur exemple combatif, militant, politique, et aussi le fait d'avoir quitté leur pays et avoir pu s'adapter. Ils nous apprennent ça, cette notion de se battre toujours. Et même si on a des défaites, de continuer à lutter. Et ça, je crois que c'est important. J'ai pas d'enfants, mais je crois que si j'en avais eu ou si j'en ai, c'est des valeurs que j'aimerais bien leur inculquer. Oui, et que la plupart des Latinos inculquent à leurs enfants. Je crois, oui. Mais alors, c'est marrant parce que c'est des choses non dites. C'est juste l'exemple des parents. C'est pas j'ai pas des souvenirs que mes parents me parlaient de ça, mais c'est en les regardant faire. Ma mère était prof au Chili quand elle est arrivée ici, elle a été nourrice agréée,
qui est un métier très noble. Oui. Mais je pense que pour toute personne, être obligé de faire un boulot qu'on n'a pas prévu de faire et surtout arrêter un boulot qui nous passionnait, c'est compliqué en fait. C'est une rupture d'ancienne vie en fait, quelque part. Ça dénote une grande capacité d'adaptation. Ah aussi. oui, c'est ça. Et peut-être que, en fait, je parle des latinos, mais je pense que peut-être tous les exilés du monde sont comme ça. Mais en tout cas, moi, je parle des latino-américains parce que c'est l'exemple que j'ai et pas seulement d'une personne, de plusieurs personnes. Oui, mais vous êtes dans le vrai, c'est exactement ça qu'on remarque. Alors, quel est votre plat chilien préféré? Est-ce que vous en avez un? Ah oui, moi j'ai... En fait, déjà, j'aime tout ce que fait ma mère. Parce que c'est une cuisinière extraordinaire. Mais sinon, bon, les empanadas, évidemment. Le pastel de choclo. Et los porotos con riendas. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, je connais seulement les porotos con mazamorra, pero... Porotos con riendas, c'est les porotos, mais les haricots, mais fait une sorte de soupe épaisse avec des spaghettis. Ah, je connaissais pas. On peut rajouter après du porc, si vous voulez. Je crois qu'il y a du porc. Mais après, vous rajoutez ce que vous voulez. Hein. Et pour vous, quel serait l'ingrédient obligatoire d'un conte chilien? Pour vous, qu'est-ce qui montrerait, quelle serait un peu la marque de fabrique qui ferait dire c'est un conte chilien? Parce que quand même, le Chili a une culture qui lui est propre, une culture quand même assez marquée, que les Français ne connaissent pas, mais qui est quand même une culture marquée. Pour vous, quels seraient un petit peu les critères? Quels seraient pour vous les... Ça serait... Moi, je pense que c'est... Parce qu'au fait... On le voit aujourd'hui avec la lutte du peuple araucano. Il y a un déni total de notre histoire aujourd'hui quand on massacre des Indiens araucanos, quand on se moque d'eux, quand on leur vole leurs terres. Là, c'est ce qui arrive en ce moment. Je crois que déjà au Chili, on aurait grand besoin qu'on rappelle notre histoire hein, et savoir qui était... les vrais autochtones avant que les Espagnols arrivent, les conquérants arrivent. Et je crois que l'élément principal, ça devrait être ça, et pour les Chiliens et pour les Français, eh bien cette richesse des premiers habitants du Chili, ces autochtones, qui nous ont tant donné. On est en train d'oublier, au fait, ce trésor qu'ils nous ont laissé. En fait, je ne connais pas exactement et parfaitement la situation au Chili, mais je sais qu'aujourd'hui, en fait, il y a une méprise totale pour ces Indiens araucanos. Il y en a d'autres qui ont disparu. Bon, il y a les Aymara, je crois, au nord du Chili. Et je crois qu'un conte, ça serait, justement, et ça tomberait vraiment... de manière extraordinaire par rapport au combat écologique et à ces alertes écologiques qu'il y a en ce moment. Et je pense que ça serait un conte où il y aurait des traces de l'histoire des premiers habitants qui ont vécu au Chili et qu'ils nous racontent la Madre Tierra, la terre-mère, et qu'ils nous racontent à quel point, en fait, la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est cet osmose qu'on peut avoir avec la terre, avec la nature. Puisque c'est ça un des principaux enseignements des peuples indiens, que ce soit au Chili ou ailleurs. C'est-à-dire que je crois qu'on a oublié l'essentiel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une situation au niveau écologique qui est déplorable. Oui, parce que le Chili est un des seuls pays, je crois, où l'eau est payante, l'eau est privatisée, par Exactement. exemple. Et c'est vrai que le Chili, il a une faune et une flore endémiques que la plupart des Français ne connaissent pas. Et c'est vrai que et qu'on est en train de vendre et aux Japonais, à des industries qui travaillent le bois et tout ça. Donc, du coup... Je pense que ça serait bien. Ça serait bien, parce que c'est marrant, la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qui serait bien comme élément pour un conte ici en France, pour mieux connaître le Chili. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Chiliens ont grand besoin de reconnaître et de réétudier l'histoire de leur pays. Je pense qu'il y a
allez, peut-être je vais me faire des ennemis, mais au Chili même, il y a une grande ignorance par rapport à l'histoire du pays. Est-ce que vous aimeriez retourner au Chili où vous vous dites que finalement, somme toute, vous êtes installé en France et que vos liens avec le Chili restent en France, ou est-ce que vous avez l'intention un jour de revenir au Chili, parce que les autres communautés latino-américaines, par exemple les Colombiens, les Péruviens, les Boliviens et d'autres, veulent toujours revenir à leur chère mère patrie. Est-ce que vous vous sentez chilien, vous avez ce processus dans votre esprit, vous vous sentez vraiment chilien, ou est-ce que pour vous, vous vous sentez un petit peu... Je me sens latino-américain, parce qu'en fait, chilien, je me sens chilien par rapport à mes racines, par rapport à mes parents. Ensuite, le Chili, je ne l'ai pas énormément connu. Depuis que je suis sorti en 1974, je ne suis jamais retourné. D'autres membres de ma famille, oui. Le Panama, c'est un pays qui m'a beaucoup appris. C'est un pays très accueillant. Et quelque part, ce que peut-être les gens ne le savent pas en France, mais chaque pays d'Amérique latine est différent. Et là, j'ai eu accès à une autre culture, qui est la culture latino-caribéenne, qui est très importante aussi. Et quelque part, je me sens français aussi, parce que ça fait... je suis arrivé en 1982. Donc ça fait pas mal d'années maintenant. Et ça fait plus de 30 ans en tout cas. Et la France, je l'aime profondément. C'est un pays qui m'a beaucoup donné en fait. Oui, tous les Chiliens de la diaspora chilienne disent tous ça, disent que la France leur a beaucoup donné. Et je crois qu'après... On ne peut pas oublier ça en fait. Hein. Oui. Alors, je dirais que il y a des personnes dans la vie qui ont une mère naturelle et qui ont ensuite une mère adoptive. Mais en fait, soit ils n'ont pas connu leur mère naturelle, ils ont été adoptés. Et moi, j'ai eu la chance de connaître et d'avoir ma mère naturelle, et qui est le Chili, on va dire. Et j'ai la chance de connaître et adorer ma mère adoptive, qui est la France. Donc, c'est une chance inouïe. Et je crois que, c'est vrai, vous vous rappelez que beaucoup des Chiliens de la diaspora disent combien la France nous a donné. Je crois qu'avoir un côté biculturel a été une richesse non négligeable. Et je suis installé en France. S'il faut retourner un jour au Chili, pourquoi pas. Mais j'ai un autre pays que j'adore, parce que ma femme est portoricaine. Et Porto Rico, j'aime beaucoup aussi. C'est un pays qui, que ce soit pour sa musique première, la bomba, et aussi la plena, qui est un pays qui est très riche. C'est un pays qui a une histoire avec la salsa, c'est un pays qui a une histoire avec la musique urbaine latino. Et donc ça compte énormément aussi. Donc si jamais je devais quitter la France, est-ce que je partirais au Chili, à Porto Rico? Je ne sais pas. Peut-être en Corse, parce que j'aime beaucoup aussi la Corse. Parce que c'est des gens qui aiment profondément leur île, qui pour la plupart la respectent. Et bon, les Corses sont français, mais tous les Corses qui viennent sur le continent, comme ils disent là-bas, on retrouve chez eux ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux latinos, cette envie de se battre pour s'installer et réussir, et d'être vraiment coriace et tenace. Et c'est une île des caractères. En fait, j'aime beaucoup les pays qui ont du caractère. Ça, on l'avait un peu remarqué. C'est un petit peu comme vous. C'est un petit peu comme vous. Hein. Mais après, c'est les pays qui ont du caractère et que j'ai eu la chance de connaître, parce qu'il doit y avoir aussi d'autres pays. Par exemple, le fait de côtoyer ici beaucoup de Péruviens, ça m'a appris à aimer, alors que je ne connais pas du tout le Pérou, pour son histoire, sa gastronomie, la solidarité des Péruviens aussi, qui est, j'admire beaucoup. Et c'est hallucinant parce que... Ça va commencer, Roberto. Ok, j'arrive. Et c'est hallucinant parce que finalement, je crois qu'il y a un écrivain cubain qui s'appelle Eduardo Maní, qui m'avait dit un jour, lorsque je l'interviewais, il m'a dit « J'adore regarder l'Amérique latine depuis la Tour Eiffel, parce que j'ai une espèce de recul
pour voir comment elle est l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est pas le paradis, c'est un endroit merveilleux, mais c'est pas le paradis. Les situations historiques et politiques ont fait que c'est un continent qui a beaucoup souffert. Et je pense que quand on habite en Amérique latine, parfois on ne se rend pas compte. Et parfois on ne se rend pas compte à quel point être chilien, être colombien, être péruvien, être uruguayen, c'est vraiment richissime, mais qu'être latino, c'est un trésor inestimable. Et je crois qu'ici en Amérique, ici en France, quand on est en exil, on apprend, en fait, en tout cas pour les personnes qui sont arrivées jeunes, comme moi, je suis arrivé, j'avais 16 ans, on apprend à être latino-américain et voir cette diversité extraordinaire, mais ne pas oublier non plus tous les problèmes et la problématique qu'il y a aujourd'hui au niveau politique, les différences sociales qui sont énormes, les discriminations, puisqu'il y a du racisme encore dans tous les pays d'Amérique latine, et ça personne ne peut le contredire. Mais ici en France, au fait, moi j'ai appris à découvrir d'autres pays, le Pérou, la Colombie, les Cubains, à travers les premiers ambassadeurs de tous ces pays, les gens qui viennent de là-bas, quoi. Mais je suis très content d'être latino, en fait. Et je suis fier d'être chilien, mais si on avait un drapeau d'Amérique latine, c'est celui-là que je sortirais en premier. D'accord. Là, au moins, vous nous avez bien éclairé. Je vous remercie, Merci à vous. Monsieur Roberto Burgos, de nous avoir accordé cette interview. Donc, on peut vous retrouver tous les matins sur Radio Latina. Vous pouvez nous dire les horaires? Alors, 6h, 10h du matin pour le Latino Show. Latina, c'est en Ile-de-France sur 99 FM. Et merci pour le cadeau. De rien. Et los domingos salseros, c'est... Alors, Domingos Salseros, c'est de 14h à 17h tous les dimanches. J'ai 2 émissions de reggaeton tous les vendredis et tous les samedis de 20h à minuit, et une émission que j'ai depuis le mois de septembre, qui est sur les musiques et cultures lusophones, qui s'appelle Gostoso, qui passe tous les dimanches de 20h à 22h. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de fans portugais aussi de Daddy Yankee. Il y a beaucoup de lusophones justement qui vous écoutent, qui écoutent la Radio Latina également en dehors des Chiliens. Le Portugal, un autre pays que j'aime et que j'ai appris à connaître d'abord ici et ensuite en allant au Portugal. Merci beaucoup. Merci.